Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Marhalibiya. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Iqaqas. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je vous rappelle, continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux et à partager. Voilà les questions qui se posent maintenant depuis plusieurs décennies précisément. Plusieurs familles attendent la vérité pour faire leur deuil. Jusqu'à quand le peuple algérien va-t-il être privé de son histoire? Jusqu'à quand allons-nous attendre le retour de nos proches? Plusieurs questions. Notre fils, notre fille, est-il ou est-elle vivant ou vivante? Ont-ils subi la torture? Le droit de savoir, où est ce droit de savoir? Où est la justice? Où sont les corps? Où est la vérité? Pourquoi encore en 2022, après toutes ces années, il y a cette ignorance, ce silence de la part des autorités, du pouvoir, du régime algérien, du président de la République. Encore une fois, cette année, on va parler des disparus forcés ce soir. Le titre qui va s'afficher, Disparus forcés en Algérie. Le plaisir de l'accueillir ce soir, on l'a déjà eu à maintes reprises, beaucoup par téléphone. Elle est avec nous. Le titre de l'émission, donc vous l'avez vu, Nassera Dutour, le combat de toutes les mères. Bonsoir Nassera Dutour, merci d'être là. Bonsoir Chaban, merci. C'est moi qui vous remercie de toujours être fidèle à malheureusement cette question des disparitions forcées en Algérie. Merci, on va en parler pendant quelques minutes avant de commencer cet entretien et pour moi c'est un honneur et pour la chaîne puisque vous le savez, El Marhalibiya essaie vraiment de couvrir tant bien que mal toutes les actualités et de donner la parole aux Algériens, aux militants, aux militantes. On va visionner ensemble cet hommage. Ces quelques images, tendez bien l'oreille, vous allez voir ici notamment un père de famille qui nous donne cette date et qui nous parle de ce jour où son fils a disparu, a été enlevé. Mon fils Abdelmalek, il a été enlevé le 18 avril 1996 à 18h30. Il était 4 heures de l'après-midi. Il y a un de ses amis, il est monté avec le bidon, il m'a dit Mohamed, ils l'ont pris. Je dirais qu'il a été jugé dans une cour spéciale. Ils sont montés. Personne n'avait assisté. Civil et armés. de sécurité militaire. Je suis la sœur du disparu. J'ai été enlevée, moi et mon frère. Il a été enlevé, lui le premier, puis ils sont revenus vers moi. Moi, j'ai été relâchée le 8 avril 1996 et j'ai laissé mon frère là-bas. Voilà, vous venez de l'entendre sur cet hommage. Vous avez entendu notamment ce père de famille, ce proche qui dit que le 18 avril 96 à 18h30, donc son fils a disparu. Plus de 8000 personnes, mais on en compte aujourd'hui 15, 18, 20, 25 000. Avec nous sur le plateau, Nassera Dutour, présidente du collectif des familles de disparus en Algérie. C'est d'abord le combat de toutes les mères. Je rappelle qu'il y a quelques années, votre fils aurait 46 ans. Cette année, si je ne me trompe pas. Ouais. 46 ans cette année. Le 24 octobre, il va faire 46 ans. Il a été arrêté le 30 janvier 1997 à Alger, à Barraqé exactement. Et voilà. Et depuis, je suis par Mont et par Vaux, nuit et jour. Je vis avec les disparus, je dors avec les disparus, je me lève avec les disparus. Je ne pense qu'aux disparus, aux mères de disparus, aux filles de disparus, aux épouses de disparus, parce que aussi les épouses, c'est la double peine. C'est la double peine parce qu'elles n'ont plus de mari, elles sont ni veuves ni divorcées, elles n'ont plus de statut, elles ont elles doivent supporter mille et une choses, elles doivent s'occuper de leurs enfants. Bon, maintenant les enfants sont grands, mais ça a été terrible pour toutes ces femmes dont le mari a été enlevé. Quand on dit enlevé, c'est des arrestations. Hein. Les maires d'Argentine disent les personnes arrêtées et disparues. Donc nous, on a écourté un petit peu, on dit disparues, mais ce sont des personnes qui ont été arrêtées et qui, par les agents de l'État, tout corps confondu, ça peut être les militaires, les gardes communaux, les GLD à l'époque, n'importe quel service, surtout la sécurité militaire. Mais souvent, c'est les militaires tout court ou les agents de police, la brigade antiterroriste. Et puis après, on nous dit que la sécurité militaire est venue les chercher vers une destination inconnue.
Et donc, je pense aussi à ces femmes certaines n'ont pas eu d'enfants, qui étaient mariées depuis quelques mois seulement, et qui sont toujours en attente de leur mari, qui ne sont jamais remariées, qui n'ont jamais refait leur vie, ou celles à qui le mari a laissé plusieurs enfants, et donc elles ont la responsabilité de l'éducation des enfants, elles sont le père, elles sont la mère. Elles doivent les nourrir, elles travaillent, elles font du pain, elles font du couscous, elles font des ménages pour pouvoir assurer l'avenir de leurs enfants. Et grand Dieu merci, surtout les filles ont réussi. Je connais pas mal de filles de disparues je connais pas mal, la majorité des filles de disparues. Bon, certains enfants ont mal tourné malheureusement, hein, psychologiquement vont très mal, mais la majorité, alhamdoulilah, on peut dire que ce sont des enfants qui ont réussi, qui ont fait l'université. Il y en a qui sont aujourd'hui avocates et qui sont avocats aussi. Et ça fait plaisir à savoir, à le voir, puisque quand même, ce sont des enfants qui ont vécu la violence, puisque souvent la personne a été arrêtée de son domicile, les enfants étaient tout petits, et ils grandissent avec cette image du papa qui s'en va entre les mains de la police ou qui a été violenté dans la maison, dans l'appartement avant de l'emmener. Donc comment on peut grandir avec ça et réussir quand même dans la vie? On va revenir bien sûr sur la situation aujourd'hui des disparus. D'abord, est-ce qu'on a un chiffre aujourd'hui? Alors, on sait que pendant la décennie rouge, l'hommage qu'on vient de diffuser parle de 8 000, mais est-ce qu'aujourd'hui on parle de 12, 15, 20 000? Est-ce qu'on a un chiffre réellement? Est-ce qu'il y a eu un recensement officiel? Non, bien sûr qu'il y a eu un recensement officiel par l'État. Oui, l'État aujourd'hui, le chiffre qu'il donne aux Nations Unies, parce qu'on a saisi le comité des droits de l'homme à plusieurs reprises pour des communications individuelles sur des cas de disparus. Et l'Algérie a été condamnée maintenant plus de 11 fois. Il y a encore d'autres communications qui attendent. Et le chiffre qu'ils donnent aujourd'hui, c'est 8023 personnes. Ils disent pas disparues, mais ils disent 8023 familles qui ont été indemnisées. Vous savez que la charte pour la paix et la réconciliation nationale, dite pour la paix et la réconciliation nationale, qui est une loi d'amnistie, l'impunité, qui prend l'impunité, qui nous impose l'oubli, qui nous impose de nous taire et de tourner la page, a proposé aux familles une indemnisation conditionnée par un jugement de décès. Donc c'est la famille elle-même qui doit aller au tribunal, chercher un jugement de décès, déclarer son fils mort, avec 2 témoins qui n'ont jamais été témoins de rien, puisqu'ils ont vu peut-être la disparition, mais ils n'ont jamais vu la personne morte, décédée. Et avec ça, on obtient un jugement de décès. Et avec ce jugement de décès, on peut prétendre à une indemnisation. Après, ça se passe à la wilaya. Donc, c'est une longue procédure pour avoir 2 francs 6 sous. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Cette question d'indemnisation nous a fait beaucoup de mal. Heureusement qu'il y a un noyau dur qui persiste encore et qui ont refusé cette indemnisation. Parce que moi, j'estime que celui qui a tué mon fils, c'est à lui de finir le sale boulot. Comme on dit, c'est lui qui a fait le sale boulot, il a qu'à le finir et aller enregistrer mon fils mort. Et il me dit, où est mon fils? Mais c'est pas à moi d'aller déclarer à un tribunal que mon fils est mort. Je suis désolée, mon fils pour l'instant n'est pas mort. Et je suis persuadée jusqu'à ce jour que mon fils est encore vivant et qu'il serait emprisonné dans une prison secrète dans la wilaya de Tindouf. Ça, j'en suis maintenant de plus en plus persuadée. Ça fait des années que je fais de recherche et j'ai trouvé un endroit où il pourrait être. Je voudrais qu'on revienne dans un état de droit, entre guillemets, un état normal. Il devrait y avoir des enquêtes, des dédommagements. Le 30 août dernier, c'était la journée internationale. Et encore une fois, alors je rappelle que l'année dernière, rapidement, un rassemblement devait se tenir devant le Conseil des droits de l'homme. Rapidement, en 10 minutes, les forces de l'ordre vous ont demandé d'évacuer en 2021. Est-ce que cette année, bon, j'ai la réponse puisqu'on en a parlé, mais encore cette année, le 30 août, silence total pendant toute cette armada où Abdelmadjid Tebboune reçoit le président français. Enfin, mais vous, en tout cas, ce 30 août, encore une fois, vous êtes ignoré. Pas de commémoration, pas de réponse toujours. Déjà, je reviens sur il nous a été demandé de quitter les lieux. C'est trop gentil parce qu'ils nous ont violemment dispersés. Ils viennent pas gentiment en disant vous devez partir. Non, ils viennent coup au bâton, coup de pied, coup de poing. Et ils nous menacer de vous arracher notamment les photos si vous ne partiez pas. Ouais, c'est ça, exactement.
Alors l'Algérie aujourd'hui, le temps passe vite malheureusement, mais aujourd'hui on en est où? Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est toujours ce silence? Je voulais juste revenir sur Macron. Qui reçoivent le président Macron? On sait que les intérêts économiques, ça interpelle beaucoup de chefs d'État aujourd'hui avec la guerre qui se passe en Ukraine. Hein. Le pétrole algérien maintenant est très convoité, le gaz algérien est très convoité par tous les pays européens. Mais qui reçoivent Madani Mezrag à la présidence, ça c'est plus qu'un crime. Ça. Non seulement ce sont des criminels qui sont auteurs de milliers de personnes qui ont disparu pendant les années 90, et nos enfants, ils veulent pas nous dire où ils sont. Bien sûr qu'ils ne nous diront pas où ils sont, parce que si on fait disparaître la personne, s'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de crime. Donc on fait disparaître le crime. On ne peut pas le prouver, sauf que ce qu'on a vu de nos propres yeux. Bien sûr qu'ils ne vont pas nous dire la vérité puisqu'ils sont encore là. Ils ne veulent pas nous la dire. Mais nous, on est là, on existe. Ils n'ont pas réussi à fermer le dossier parce qu'on est toujours là debout et on maintient notre demande, notre droit à la vérité, le droit à la justice et le droit de savoir. C'est ce que vous revendiquez effectivement depuis le début, mais qu'est-ce que vous dites aujourd'hui? Est-ce que vous êtes reçu? Avez-vous été déjà reçu? Alors, je sais que l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, vous avez dit clairement, je crois qu'il n'était pas dans sa poche. C'est difficile à entendre tout de même. Hein. On Fidjibé ou la wesh, on Fidjibé, voilà, ça c'est resté dans mes oreilles. Ça on Fidjibé ou la wesh, on Fidjibé ou la wesh. Et il nous a traités de pleureuses. Chemtouni fil alam qui ne dabat b'tsawarkom. Et depuis, c'est toujours cette ignorance, pas de réponse, on ne vous reçoit pas, on n'essaye pas de vous soutenir, de vous donner des réponses, des mères qui attendent. C'est pas à vous que je vais dire ça. Non, au contraire, ils ont tout fait pour essayer d'enterrer ce dossier complètement. La charte dite pour la paix et la réconciliation nationale est venue pour ça. En 2005, c'était pour... ils ont cru nous avoir avec De Francis Sou, mais non, ils nous ont pas eu, on est encore là. Ils n'ont pas fermé le dossier. La charte est venue pour ça. Non seulement on pardonne encore aux terroristes qui ont les mains sales de sang, à un groupe armé islamiste, mais cette fois-ci, l'article 45 vient nous dire que nul n'a le droit de déposer plainte devant la justice. Nul n'a le droit de déposer plainte devant la justice pour les auteurs de j'ai oublié la suite. On n'a plus le droit de s'adresser à la justice parce que ce sont des gens qui ont sauvé la nation, pour des gens qui ont sauvé la nation. Donc on sauve la nation en faisant disparaître des milliers et des milliers de personnes et des milliers de personnes qui sont mortes, des milliers de personnes qui sont parties au maquis, on a embrigadé des jeunes, c'est toujours la jeunesse qui est ciblée, on a embrigadé des jeunes pendant toutes ces années, les jeunes sont morts au maquis, ils ne sont pas revenus et les grands chefs, comme je disais tout à l'heure, eux ils reviennent et ils sont reçus à la présidence. On en a parlé effectivement, hein, d'anciens généraux, hein, notamment comme Nezal, entre autres, qui ont été reçus et, par le président Abdelmadjid Tebboune. Qu'est-ce qui fait, alors vous me le disiez lors d'une interview, ils ont les archives, ils ont les dossiers. Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence, cette ignorance? Pourquoi il y a cette chape de béton vraiment sur ces dossiers, notamment des disparus? Qu'est-ce qui pourrait faire peur au pouvoir algérien aujourd'hui de dire à un moment donné, voilà, les réponses sont là? Ce serait comme si on leur donnait une arme pour s'exécuter eux-mêmes. C'est ça, s'ils ouvrent cette boîte de Pandore, c'est comme si on leur donnait une arme et on dit tire-toi une balle dans la tête. Ça se comprend, quoi. Ce sont eux les criminels. Ils veulent pas être confrontés à l'image internationale qu'ils veulent donner du pays, même s'ils arrêtent aujourd'hui à tout vent des milliers de jeunes aussi qui sont emprisonnés. On en nage quelques-uns, on emprisonne encore quelques-uns aujourd'hui. C'est toujours la jeunesse qui est ciblée. Hein. Même dans les disparus, les statistiques qu'on a fait, nous, on a sorti un rapport qui s'appelle Les disparitions forcées, un crime contre l'humanité. On a fait une étude sur les causes à effet de la disparition forcée et des statistiques, la majorité, des personnes arrêtées, c'est 25 ans. Bon, le plus vieux, il avait 82 ans quand il a été arrêté. Le plus jeune, Ari Lizen, il avait 14 ans. Mais entre le plus vieux et le plus jeune, la majorité, c'est 25 ans. Vous me le disiez. Mais je veux dire que cette jeunesse algérienne dérange. Comme nous sommes un pays jeune, très jeune, cette jeunesse dérange. Cette jeunesse risque de demander des comptes. On a vu avec le Hirak, qui demandait la démocratie, qui demandait à ce système de dégager. Et cette jeunesse fait peur. Et donc, pour les faire taire, on les terrorise. C'est plus que de leur faire peur, on les terrorise par des méthodes qui sont... C'est intéressant ce que vous dites. Alors, en parlant justement de cette jeunesse, et
par peut-être de terroriser, d'intimider. On a vu cette semaine, donc la rentrée scolaire, le 21 septembre, les forces de sécurité, l'armée, la gendarmerie étaient dans les écoles le premier jour, les premières minutes, les premières secondes. Pour vous, c'est quoi? C'est de la sécurité, de la confiance, de l'assurance, ou c'est peut-être pour conditionner ces futures générations à l'intimidation, à la peur? Oui, c'est plus que la peur. Cette jeunesse les font trembler. Ils tremblent devant les jeunes. Ils ont peur que le hirak revienne, donc on les intimide de plus en plus. C'est pour terroriser une population, pour dire voilà, nous sommes là, attention, ne recommencez pas. Mais j'espère qu'on aura l'occasion de recommencer encore et de remplir les rues d'Algérie pour dire qu'on veut la démocratie, qu'on veut un état de droit en Algérie, qu'on veut que cette jeunesse vive. Il y a quelques jours, lorsque je vous recevais par téléphone, je vous parlais d'espoir, notamment d'espérer demain, parce qu'il y a ce combat que vous menez avec d'autres mères depuis plusieurs années. C'est un combat sans cesse. Mais est-ce que demain, ces mamans, ces familles, ces proches ont tout de même gardent le rêve et l'espoir de voir leurs proches arriver ou d'avoir une vérité? Est-ce que avec l'État algérien, le pouvoir algérien, comme vous pouvez le décrire, et nos invités en parlent, est-ce qu'on peut espérer demain, je n'ai pas d'autres mots, qu'à un moment donné, vous soyez reçus en disant « Ok, on a compris, voici la vérité ». Est-ce qu'on y croit? Non, ça ne viendra pas comme ça. Ça ne viendra pas malheureusement comme ça. Ça fait 25 ans que je suis sur le terrain et je vois comment ils manœuvrent pour essayer de nous essouffler et de nous fatiguer. Ça ne viendra pas comme ça. Eux, ils espèrent. Nous, on ne sait pas qu'on espère. Nous, on est persuadés que nos enfants sont vivants. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Moi, en tant que mère, je dis... Jusqu'à maintenant, je disais en tant que mère, je dis que mon fils est vivant. En tant que militante, je dis, bon, après, pourquoi ils les auraient gardés vivants et pourquoi ils les auraient pas lâchés. Aujourd'hui, avec mes recherches, ce que j'ai trouvé, je suis persuadée que c'est vrai qu'il y a des disparus qui sont vivants et qui sont dans cette prison secrète, en plein milieu du désert, il n'y a rien autour. Et c'est près d'un gisement de fer, le plus gros gisement de fer au monde. Ils sont en train de signer des contrats avec les Chinois pour l'exploitation de cette mine. Et à côté de cette mine, il y a une prison secrète, je pense qu'elle date du temps de la France, où il y a juste une piste d'atterrissage et même pas de route autour. C'est juste une piste d'atterrissage, une petite piste d'atterrissage. J'ai la photo. J'ai trouvé la photo sur Google Maps, sur Google Earth. En plein milieu du désert, c'est impressionnant. Et il y a juste une piste d'atterrissage et une petite... on voit bien qu'il y a des voitures qui ont circulé. Une piste d'atterrissage d'hélicoptères, je pense, ça ne doit pas être de gros avions qui sont là. Donc à chaque fois que j'ai perdu espoir, j'ai pas perdu espoir de me battre, de trouver la vérité, de trouver le corps de mon fils. Ça, s'il est mort, qu'il nous donne les corps, j'ai pas perdu cet espoir-là. Mais à chaque fois que je me suis fait raison, en me disant, Nassera, ils sont morts, il y a quelque chose qui vient, il y a toujours une information qui vient, sans que je l'attende, qui me dit, non, ils sont pas morts, il y en a qui sont vivants, et ils sont à tel endroit. Et à chaque fois, ça m'a renvoyé au même endroit, mais je n'y croyais pas, parce que je me suis dit, Tindouf, c'est le camp des Polisario, ça ne passerait pas inaperçu. Mais quand j'ai trouvé cette image, je me suis dit qu'effectivement, ça pourrait être le cas. On va écouter maintenant une maman. Vous êtes là, vous représentez toutes les mamans, toutes les familles, et vous le dites à chaque fois quand on essaie de s'arrêter sur vous. On va écouter ici une maman qui dernièrement, le 30 août dernier, s'exprimait, voilà, criait et garde tout de même espoir et toujours présente au combat. لا واش داروا لا واش ما داروش صغار يقراو مساكن على بالهم والو تيفانا تاع الخبز ما يجيبها لهمش بابا ما ياكلوهاش ما فهمتش انا تحطت عليا البليه هيك كي تسمعي باللي كاين الناس كانت متورطه في التسعينات وتكرمت ماشي غير في التسعينات دركا مازالوا يتكرموا المجرمين كلهم قاعدين يتكرموا وعايشين ولاباس عليهم ياهم وحنا خبر كما يقولوها ما كانش هضره برك ما كانش كاينه العداله الالهيه ما
كاينه العداله الالهيه. ما عندناش العداله تاع ربي. تاع ربي. بصح في الدنيا ما عندناش. Nassera Dutour avec nous ce soir pour parler entre autres des disparus forcés, mais aussi cette liberté d'expression, cette démocratie en Algérie. Nassera Dutour, on parle effectivement de ce silence, ce droit de savoir qui est absent aujourd'hui depuis plusieurs décennies concernant les disparus forcés. 97, il y a le massacre de Ben Talha, voilà exactement. Mais les feux dans le nord du pays, cette année la frontière notamment la Tunisie, Al-Taref, l'année dernière notamment beaucoup en Kabylie, la Covid, on a l'impression qu'en Algérie, il n'y a jamais de réponse, personne ne prend ses responsabilités, il n'y a aucun ministre devant la justice, aucun responsable politique qui répond devant une assemblée, comme on peut le voir dans certains pays, aussi bien pour n'importe quel dossier ou assassinat, Boudiaf, Mato Blounès entre autres. Entre autres. Et d'autres. On pourrait en citer plein, bien sûr. Et d'autres, oui. J'ai perdu le fil, pardon. Non, je vous disais que en Algérie, malheureusement, c'est récurrent qu'il n'y ait jamais d'enquête, j'ai envie de dire, pour aller vite. Pas de responsable, où il n'y a aucun ministre ne prend ses responsabilités, personne ne dit, voilà, on est responsable, ça s'est passé comme ça, il n'y a pas de justice pour aller vite. Non, il y a pas, vous avez vu de la justice, on n'a jamais vu de justice en Algérie. Depuis 62, on tourne des pages, on n'arrête pas de tourner des pages. Et là, il va nous imposer encore de tourner des pages et nous, on ne tourne pas la page. On veut la connaître, notre histoire, on veut la lire. On veut connaître notre histoire et on se bat aussi pour la préservation de la mémoire. Si on a constitué des milliers de dossiers individuels, c'est justement pour préserver cette mémoire. Le but aussi, c'est, si jamais il y a la volonté politique d'établir une commission vérité, on a déjà le travail qui est à peu près prêt. On n'a pas tout. Tout à l'heure, vous m'avez demandé si le chiffre, mais nous, on a 5400 dossiers exactement individuels et que nous avons transmis au groupe de travail sur disparition forcée. Mais la Ligue des droits de l'homme, Maître Ali Yahya Abdel-Nour, que son âme repose en paix, parlait de 20 000 disparus. 20 000, il y en a qui disent 23 000. Mais ça pourrait être aussi entre les disparus qui ont été enlevés par les groupes armés islamistes et les forces de l'ordre. Moi, personnellement, ce qu'on a constitué à l'association, c'est 5423 dossiers, 22 dossiers individuels pour chaque cas de disparu. Mais là, en ce moment, on reçoit des nouveaux dossiers, des personnes qui n'ont jamais déclaré leurs disparus. Ça vient petit à petit, ça revient. Je ne sais pas pourquoi, mais ça revient. Mais c'est l'impunité totale dans ce pays. On a vu l'année dernière les feux, vous avez parlé de feux de forêt, le jeune homme qu'ils ont lynché, qui était venu pour aider, ils l'ont lynché. Est-ce qu'une enquête a été menée? Il n'y a pas eu de d'enquête. À Oran, comment il s'appelle Youssef. Non, celui qu'on a retrouvé mort du MDS, je crois. C'est l'impact au MDS. On a mis un jeune en prison qui clame son innocence depuis des années maintenant. Ça fait combien d'années qu'il a été tué, ce monsieur? Oh, j'ai oublié son nom. Ça va nous revenir. Oui. Ils ont mis un petit jeune en prison. Ce petit jeune, il clame son innocence. Moi, j'ai reçu sa famille à Oran, au bureau d'Oran. Bon, je lui dis que tout ce que je peux faire, c'est une communication au groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies. Mais en fait, ils ont eu peur pour lui. Mais comme je dis, la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut y aller. Si on n'y va pas, si on a peur de s'adresser aux instances internationales, alors que l'Algérie ratifie la Convention sur les disparus, elle n'a pas ratifié. Mais toutes les autres conventions ont été ratifiées sur la torture, le pacte international sur les droits civils et politiques, le pacte international sur les droits culturels, sociaux et culturels. Donc, ils ratifient à tout bon, mais maintenant qu'on est là, ils ne ratifient plus. Ils ont trop peur de ratifier, quoi. Abdelmadjid Tebboune, le président algérien, nous parle de mensonge du siècle lorsqu'il évoque ces détenus d'opinion. Ils sont plus de 300, on peut retrouver la liste notamment sur les réseaux sociaux du CNLD. Par exemple, à la fois le représentant de l'ONU sur les droits de l'homme devait se rendre en Algérie le 12 septembre dernier, donc
La liberté d'association. Exactement, a été reporté. Voilà, Saïd Salhi qui nous dit clairement de la Ligue algérienne des droits de l'homme que le report de la visite du rapporteur de l'ONU n'est qu'un refus déguisé du pouvoir, tellement les violations des libertés publiques sont flagrantes en Algérie. Fin de citation. Et à la fin, on a quand même un président qui nous parle d'une nouvelle Algérie, d'une main tendue. Une main tendue à qui? À l'Europe? À M. Macron, à tous ces gens-là, pas au peuple algérien. Ils n'ont jamais tendu la main, au contraire, ils ont tourné le dos, enfin pas tourné le dos, non, on les met en prison. Voilà, comme ça on ne les voit plus. Ils ne nous embêtent plus, ils ne nous dérangent plus, ils sont là dans un cachot, maltraités et tout ça. Il n'y a pas de main tendue, il n'y a pas de justice en Algérie. On a produit un rapport aussi sur la non-indépendance de la justice en Algérie et en prouvant pourquoi, on ne le dit pas comme ça. On le dit parce que c'est prouvé. Pourquoi il n'y a pas de séparation de pouvoir en Algérie? Les juges sont nommés. Le juge qui a osé relaxer des manifestants a été muté et démis de ses fonctions. Et on en passe, et on pourrait en parler pendant des nuits et des jours. Et M. Tebboune dit que la nouvelle Algérie, oui, la nouvelle Algérie, on les fait plus disparaître, mais on leur fait peur en les mettant en prison, on les terrorise, on leur interdit de parler. Oui, dans l'ancienne Algérie, on faisait disparaître les gens. Maintenant, oui, on massacrait des populations entières. Aujourd'hui, on les massacre autrement, psychologiquement. C'est la psychose totale. Même au téléphone, les gens n'arrivent plus à parler. Ils ont tous peur. Tous peur. On a reçu des personnes il n'y a pas très longtemps pour une réunion Algérie entre nous, une réunion fermée. Et les participants qui étaient là avaient peur de retourner en Algérie. Ils étaient terrorisés. On plaisantait avec eux, mais après, au bout d'un moment, on a vu que c'était vraiment sérieux, qu'ils étaient terrorisés de rentrer chez eux, de rentrer en Algérie. Vous êtes une femme combattante, vous dites les choses. Vous allez certainement vous y rendre dans quelques semaines. Vous me le disiez aussi, ça m'avait frappé. Vous n'avez pas peur. Cet état, en tout cas, vous allez continuer, ça ne vous fait pas peur. Ils ne vous font pas peur, pour reprendre vos mots. Bon, comme je disais, la peur n'évite pas le danger. Donc, il faut y aller pour savoir. Et s'ils m'emprisonnent, eh ben, ils me rendront service. Ce serait vraiment de la folie. Parce que là, si on ne parle pas, si la question des disparus est occultée partout dans le monde et qu'on ne veut pas en parler, là on va en parler. Hein. Ça, je ne vois pas un seul média, qu'il soit algérien ou français, qui ne va pas parler des disparus. Si je fais parce que j'ai la parole franche, parce que je les dérange, parce que moi j'ai reçu des menaces quand j'ai intervenu dans une conférence organisée par Riposte. Enfin, ils ont appelé notre avocate en lui disant « Dites à Madame Ditour qu'elle vienne en Algérie si elle ose. » Mais comment que je vais oser? Je suis chez moi, j'ai un passeport algérien, je suis algérienne, même si je ne suis pas née en Algérie, je suis algérienne de parents algériens, purement kabyles. Mes deux parents, mes grands-parents, purement kabyles. Je suis de ce pays, je suis une racine de ce pays. Et personne ne m'empêchera de rentrer dans mon pays. Et même si je vais en prison, ce sera dans mon pays. Je n'ai pas honte, je n'ai commis aucun crime. Je n'ai pas volé, je n'ai pas pillé comme tous ces gens-là qui sont au pouvoir et qui pillent les richesses de l'Algérie, qui fondent leur jeunesse, qui massacrent leur jeunesse, qui sont jaloux de cette jeunesse. Parce que cette jeunesse leur fait peur et cette jeunesse les dérange. Qui est au pouvoir? Vous me dites, vous dites ces gens qui sont au pouvoir. On a vu dernièrement un chef d'état-major recevoir une ambassadrice. Parfois, on a les hommes politiques qui sont présents de part. Réellement, est-ce que, selon vous, qui dirige? Est-ce que ce pays, il est tenu aujourd'hui? Est-ce que c'est un pays stable? Est-ce que c'est un pays... On a bien vu que c'est Gaïd Salah qui a passé Tebboune. C'était pas caché, c'était au vu aussi de tout le monde. On l'a vu en direct quand il embrassait M. Tebboune. Donc, qui dirige ce pays? Ce sont les forces occultes qui sont au ministère de la Défense. C'est la sécurité militaire, ce sont les généraux, tout le monde le sait, ça. Ça a été un mythe pendant des années, mais maintenant c'est connu. Tout le monde sait que l'Algérie est un État militaire, pas un État civil. D'ailleurs, les slogans du Hirak, c'était « Dawla Madaniya wa Machi Askariya ». Nassera Dutour, il nous reste 5 minutes. Comment une mère, j'aimerais qu'on s'arrête 2-3 minutes sur vous, comment une mère arrive à se lever tous les jours et à se battre? Ça fait maintenant plus de 25 ans que vous vous battez auprès d'abord pour vous, mais aussi vous représentez ces mères qui sont peut-être plus fragiles, qui n'y arrivent pas, etc. Qu'est-ce qui fait cette force? Déjà, je suis leur force. Déjà, ça fait 2 ans que je n'ai pas mis les pieds en Algérie et tout le monde pleure.
Je suis leur force. Elles sont découragées, démoralisées, déstabilisées. Ce qui fait ma force, c'est... D'ailleurs, j'ai toujours été, depuis que je suis née, mon père m'appelait la révoltée, toujours été contre les injustices. Mais j'ai combattu des injustices, j'ai milité à la Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, dans une section où j'habitais. Mais qu'on vienne me prendre mon fils à 21 ans, que j'ai élevé toute seule. J'avais 23 ans quand j'ai quitté le père de mes enfants, avec mes 3 enfants et mon panier, et 100 dinars en poche. J'ai quitté le père de mes enfants et je suis partie chez mes parents. Mon père m'a dit, je t'accepte toi, mais pas tes fils. Je lui ai dit, si tu ne m'acceptes pas, je reprends mes fils et je m'en vais. Je vais dans la rue, j'irai n'importe où, mais je ne donnerai pas mes enfants à leur père. Ils resteront avec moi. Et ben, je me suis battue toute seule. Moi, j'ai pas fait de grandes études. J'ai essayé de reprendre des études, malheureusement, quand j'ai eu 40 ans, mais mon fils a disparu et j'ai arrêté. J'ai fait une année de droit et j'ai été obligée d'arrêter parce que j'étais appelée à témoigner, à voyager et tout, donc je n'ai pas pu continuer. Mais quand viennent me prendre mon fils, il y a un gars de la brigade antiterroriste que sa tante, copine à moi, m'a présenté, qui était censé me retrouver mon fils. Au bout de 6 mois, il me dit, ton fils, il est mort, rentre chez toi. Je rentre pas chez moi, rentre chez toi. Chez moi, c'est ici. Rentre chez toi, ton fils, il est mort. Je lui dis, mais pourquoi mon fils serait mort? Et tu as fait comment on dit, la situation. Je dis, non, je connais pas pourquoi. Et puis on était amené à parler de torture. Oui, tu sais, comme ça, il y en a qui meurent sur la torture. Et pourquoi vous les torturez? Ah ben pour qu'ils avouent. Et je lui dis, pourquoi s'ils n'ont rien à avouer? Ah non, 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 ils ont toujours quelque chose à avouer. Donc il m'a dit, ton fils, je l'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé. Donc ça veut dire qu'il est mort. Rentre chez toi. Je dis, mais donne-moi une preuve qu'il est mort, donnez-moi son corps. Il me dit, rentre chez toi et je te donnerai des nouvelles. J'ai plus de nouvelles. Mais c'est ce que je lui ai dit, mon fils, il... Ah, oui, c'est ça. Oh purée, qu'est-ce qu'il n'avait pas dit là? Je crois que je l'aurais tué là. تعيشوا لي وليدي نتايا واحد الخامج تعيش لي وليدي انت قلت لكم عيشوا لي وليدي ولادي عايشتهم وحدي je sais pas si tu comprends ce que j'ai انا ولادي عايشتهم وحدي j'ai tendu ma main à personne toute seule je dois rien à personne et j'ai rien demandé jamais de ma vie à personne. Moi je suis allée taper au port de la société des sociétés, j'ai dit je ne sais rien faire mais j'ai 3 enfants à nourrir et j'apprends vite. Je veux travailler pour nourrir mes enfants. تعيش لي وليدي انا قلت لكم عيشوهم لي. Ça m'a... Comment on peut dormir quand on entend ça? Non, je dors pas. Le matin, c'est mon fils qui me réveille. Maman, lève-toi. Lève-toi. Dès que je dors, je fatigue et je m'épuise, il m'appelle. Maman, lève-toi. Avant de se quitter, quel message vous pourriez passer à ces familles et puis peut-être indirectement aussi à ces Algériens et ces Algériennes qui peuvent et qui doivent continuer à vous soutenir dans votre combat avec ce collectif? Quel message vous pourriez passer? Que tous ensemble, on peut arriver à avoir une Algérie nouvelle, comme on la souhaite, nous. Tous ensemble. Écrire l'histoire. Soutenez les mères de disparus. Demandez à ce que ça ne se reproduise plus, que ce qui nous est arrivé à nous ne vous arrive pas à vous, ni à vos enfants, ni à vos parents. C'est pour ça qu'on se bat. Même si on ne retrouve pas les disparus, au moins il n'y aura plus de disparus dans cette Algérie. Et l'Algérie nouvelle qu'on souhaite, ce n'est pas l'Algérie nouvelle qu'eux, ils nous ont mis dans... j'allais dire, c'est l'Algérie que nous voulons construire nous-mêmes. Même si aujourd'hui j'ai 67 ans, je me sens encore capable de construire l'Algérie, d'y aller pierre par pierre et construire mon pays pour que la jeunesse algérienne vive, pour que mes petits-enfants puissent aller en Algérie la tête haute et dire voilà mon beau pays, l'Algérie. Un magnifique pays, effectivement, que nous aimons tant. Merci Nassera Dutour. C'était un plaisir de vous avoir. Il était important encore pour El Mara Al-Biya de vous convier ici. Voilà, Nassera Dutour, présidente du collectif des familles des victimes, des familles de disparus en Algérie. On vous invite vraiment à les suivre sur les réseaux sociaux, à les soutenir. Disparus forcés en Algérie. Ce soir, donc Nassera Dutour, une mère qui représente le combat de toutes les mères. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci, au plaisir de vous retrouver. Le programme continue sur El Mara Al-Biya. Merci à toute l'équipe de m'avoir accompagné techniquement pour réaliser ce numéro de Liqa Khas. Bonne soirée à tous.